Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Guillaume, je suis chargé de mission à l'ISNI. C'est moi qui ai réalisé les statistiques de cette enquête. Et donc, je vais commencer la diffusion des résultats, la méthodologie. Et puis, voilà, mes camarades vont ensuite vous expliquer quelles sont nos propositions. Et on a gardé un temps d'échange à la fin pour que vous puissiez nous poser vos questions. Juste une petite définition pour commencer, pour être certain qu'on parle de la même chose. Les risques psychosociaux, ce sont les contraintes professionnelles qui sont susceptibles de dégrader l'état de santé psychique d'un individu. Quand on parle de dégradation de l'état de santé psychique, on pense essentiellement, mais pas exclusivement, aux troubles anxio-dépressifs et à l'épuisement professionnel que certains appellent aussi burn-out. On a souhaité commencer ce contexte en ayant une approche un peu temporelle. Et on a voulu notamment commencer par cette histoire-là de suicide d'interne en avril 2016. Il est aussi violent que surprenant. Surprenant parce que c'est un interne qui n'avait pas spécialement de difficultés personnelles et on se rend compte que les conditions de travail peuvent mener à des situations dramatiques. En juin 2016, je ne sais pas si vous m'entendez bien si je parle un peu plus loin. En juin 2016, l'enquête santé des étudiants et jeunes médecins du CNOM avait montré notamment qu'il y avait 14% d'étudiants et de jeunes médecins qui avaient des idées suicidaires. En septembre 2016, les institutions commencent à s'emparer du problème et on a une promesse ministérielle de plan d'amélioration de la qualité de vie au travail. En décembre 2016, on a une méta-analyse. Alors une méta-analyse, c'est un article scientifique qui fait la synthèse de plusieurs autres articles. Donc c'est ce qui est considéré comme le niveau de preuve le plus haut. Cette méta-analyse annonce notamment qu'un quart des étudiants sont en burn-out et 27,2% sont en dépression. Et là, on parle d'étudiants et de jeunes médecins. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 183 articles de cette méta-analyse issus de 43 pays différents, il n'y a aucun article français. Donc ça montre que le manque de données sur ce sujet était important, en tout cas à l'époque. En mars 2016, on a un rapport de l'IGAS qui fait suite au suicide du professeur Ménian, qui était un cardiologue de l'HEGP. Et donc ce rapport-là pointe un peu les maux des hôpitaux et fait une série de préconisations pour l'amélioration de la qualité de vie au travail. En avril, on a la thèse du docteur Alban Dancet qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, qui a travaillé sur des externes de 2 facs et qui montre qu'on a un taux d'idées suicidaires à hauteur de 20%. On arrive ici en mai 2017 avec un article qui annonce 5 suicides d'internes depuis janvier et donc l'absolue nécessité de mesures urgentes. Sur la méthodologie, donc c'était un auto-questionnaire en ligne qu'on a laissé sur Internet pendant 2 mois. Les étudiants ont eu ce questionnaire par nos relais locaux et par les réseaux sociaux. Je vais détailler un peu plus tard la population. Pour dépister l'anxiété et la dépression, on a utilisé cette échelle, qui est une échelle qui est validée au niveau international, qui s'appelle la HADS, qui est composée de 14 questions. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que je vais trop vite, vous me dites, mais l'idée c'est vraiment de passer vite sur ces éléments-là, vous avez dans le dossier de presse. Donc les résultats, 21 768 répondants. C'est vraiment beaucoup. On a environ 2/3 de femmes. Toutes les régions sont représentées et sont bien représentées. On a peut-être juste une petite sous-représentation dans les dom-toms. Et donc pour les populations, on a 19,5 étudiants de premier cycle. Donc ce sont les étudiants en 2e et en 3e année de médecine. Il n'y a pas les PACES dedans. Et donc j'ai mis un petit livre parce qu'ils sont essentiellement en formation théorique. 40% d'étudiants externes, donc ce sont les étudiants en 2e cycle.
4e, 5e, 6e année des études médicales. Et j'ai mis donc un petit livre et un stéthoscope parce qu'ils sont à mi-temps à l'hôpital. 35% d'internes, ce sont les étudiants de 3e cycle. Et j'ai mis un stéthoscope parce qu'ils passent la quasi-totalité de leur temps à l'hôpital. Et enfin, 5,3% donc de chefs de clinique assistants hospitalo-universitaires et assistants spécialistes. Et donc du coup, j'ai mis un petit stéthoscope parce qu'ils font du soin, un petit prof parce qu'ils font de l'enseignement et une loupe parce qu'ils font de la recherche. 66,2% des répondants ont une symptomatologie anxieuse. Dans la population générale, on est plutôt aux alentours de 26,1%, et ça, c'est des données de l'INPES. On vous a mis des facteurs de risque, des facteurs protecteurs et des facteurs qui, selon le cas, sont à risque ou protecteurs. Donc, dans les facteurs protecteurs, on a les ressources matérielles suffisantes, la visite chez le médecin du travail il y a moins d'1 an, les temps d'échange dédiés pour les étudiants et le fait d'être en stage dans les centres hospitaliers. Les facteurs de risque, le manque de soutien des supérieurs hiérarchiques, donc on considère tous les supérieurs hiérarchiques, la fatigue et l'insuffisance d'encadrement. Et donc, du coup, si un étudiant a subi des violences psychologiques, ça va être un facteur de risque pour l'anxiété. S'il n'en a pas eu, ça va être un facteur protecteur. C'est pour ça qu'il y a les deux couleurs. Pareil pour le soutien des pairs. S'il a le soutien des pairs, c'est un facteur protecteur. Et s'il n'a pas le soutien des pairs, c'est un facteur de risque. 27,7% des répondants ont une symptomatologie dépressive. Dans la population générale, on est plus aux alentours de 10,1%. Ça, c'est des données de Santé publique France ex-INVS. Et on retrouve globalement les mêmes facteurs de risque et les mêmes facteurs protecteurs. Donc dans les facteurs de risque, la fatigue, le laboratoire ou l'unité de recherche en stage, et les violences psychologiques. Dans les facteurs protecteurs, le soutien des pairs, le temps d'échange dédié pour les étudiants, les ressources matérielles suffisantes et le soutien des supérieurs hiérarchiques. 23,7% des répondants ont des idées suicidaires. Dans la population générale, on est aux alentours de 2,6 à 4% pour les jeunes de 20 à 34 ans. On vous a mis un chiffre supplémentaire. 3,4% des répondants ont déjà fait une tentative de suicide. Ça correspond à 738 personnes parmi nos répondants. Voilà, je vais laisser la main à Leslie qui va commencer à vous détailler les propositions. Donc merci Guillaume. Nous, face à ces chiffres qui sont assez alarmants, on a voulu mettre en place des propositions de prévention qui étaient adaptées à nos résultats. En se basant sur nos résultats, on a pensé 4 axes de prévention. Le premier, la formation. Le deuxième, la prévention. Le troisième, la prise en charge. Et le quatrième, la surveillance. Dans le domaine de la formation, on a envisagé 4 points. Donc 4 points que je vais développer. Le premier sur la formation des managers, le deuxième sur la formation des étudiants, le troisième sur les temps d'échange et le quatrième sur l'accompagnement personnalisé des étudiants. Donc si on prend la formation des managers, c'est quelque chose qui est pointé par le rapport IGAS dont on parlait plus tôt, le fait que les risques psychosociaux ne peuvent pas être dissociés du management, de l'apprentissage de la gestion des équipes. Aujourd'hui, un interne, un jeune médecin est amené à apprendre à gérer des équipes sans avoir eu aucune formation sur le sujet, ce qui peut amener à des maladresses et sans forcément le vouloir, mettre en difficulté ces équipes. C'est pourquoi il nous semble important de pouvoir mettre en place des formations, et ce, dès l'internat, pour savoir gérer des équipes,
par des professionnels du management hospitalier et à chaque SO statutaire, c'est-à-dire à l'internat, quand on est chef de clinique, quand on est PH, etc. L'idée derrière ce management, c'est une formation à la gestion des équipes et une sensibilisation aux risques psychosociaux, comment les prendre en charge, comment les repérer. Deuxième point de ce grand axe, la formation des étudiants. Souvent, les témoignages qu'on a, quand on a des étudiants qui nous appellent, ils nous disent qu'ils ont l'impression d'être seuls, à ne pas aller bien, d'être seuls à ne pas y arriver, à souffrir. C'est pourquoi il nous semble important de pouvoir leur apporter cette information qu'ils sont une population à risque, que ça n'arrive pas qu'à eux, et que si jamais ils sont dans une situation où ils peuvent repérer chez eux des symptômes qui peuvent les alerter, savoir vers qui ils peuvent s'adresser. La troisième chose, et c'est ce que dans le guide de l'HAS qui est sorti récemment sur le syndrome d'épuisement professionnel, ce guide parle des facteurs de risque du syndrome d'épuisement professionnel et notamment de l'exigence émotionnelle importante, ce qu'on retrouve dans notre métier, puisque nous sommes sans arrêt confrontés à la souffrance, confrontés à la mort, confrontés aux difficultés des patients. C'est important, ça existe, c'est inhérent à notre métier, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas supprimer. La question, c'est à partir du moment où c'est là, comment on fait pour essayer de faire en sorte que ça n'entraîne pas une souffrance, une dépression. L'idée qu'on a, c'est de pouvoir instaurer des temps d'échange, et c'est notamment un des points qui avait été soulevé dans le plan que Marisol Touraine a présenté à la fin de l'année dernière. Donc l'idée, ce serait de faire des temps d'échange qui soient spécifiques dans les services et qui soient quelque chose de régulier, où chaque jeune médecin pourrait s'exprimer concernant des difficultés qu'il a pu rencontrer avec un patient, avec une situation. Ça permettrait notamment de pouvoir renforcer le soutien des pairs. Comme on l'a vu, c'est un facteur important. Et le quatrième point, on le sait, les études de médecine, c'est avant tout un compagnonnage qu'il est important de pouvoir pérenniser. On sait que le soutien des supérieurs hiérarchiques, ça permet d'éviter des situations difficiles. Ça permet d'avoir quelqu'un de plus expérimenté sur lequel s'appuyer en cas de difficulté. C'est pourquoi il nous semble important que dans notre formation, tout au long de notre formation, nos supérieurs hiérarchiques soient avec nous et nous soutiennent. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le portfolio national le portfolio national, c'est un outil. Le portfolio national, ça permet un accompagnement qui serait personnalisé de chaque jeune médecin et de favoriser ce compagnonnage, de favoriser l'échange avec un supérieur hiérarchique. Dans le même ordre d'idée, on souhaiterait promouvoir les tutorats qui existent déjà dans certaines spécialités, dans certaines régions de France, de favoriser le fait qu'un interne, un jeune médecin ait toujours quelqu'un à qui il puisse faire appel en cas de difficulté ou même pour l'orienter dans son parcours. Merci Leslie. Je vais passer la parole à Clément, qui fait partie de l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Bonjour. Du coup, je vais partir sur l'aspect de la prévention. La toute première, donc ça va se développer d'abord sur la question du respect de la législation. Ensuite, sur la question de l'accompagnement et la surveillance par la médecine du travail. Ensuite, par la personnalisation de parcours via les activités extra-universitaires. Et je finirai sur l'exemple du BIP et en fait la création de structures dédiées à de la prévention et à de l'accompagnement des étudiants en médecine et des jeunes médecins. Du coup, le premier point sur la question de la prévention, c'est le respect de la législation. Je vais juste m'arrêter pour vous donner quelques chiffres qui sont sortis de l'étude. Typiquement, le respect du repos de sécurité qui a été mis en place il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, sur les internes et les CCA, on est à 45,7% de non-respect du repos de sécurité. Sur la question de l'aménagement des plannings chez les femmes enceintes pour les CCA, les AHU et les AS, on est à donc,
parmi les femmes enceintes, il y a 65% de planning qui sont non réaménagés pendant la grossesse. Et ensuite, sur la question des externes, on est à 43,3% des externes qui ne respectent pas leur temps de stage, qui ne peuvent pas sortir aux horaires qui sont définis initialement. Donc, juste, voilà, ça me semblait important quand même de mettre le point là-dessus. D'où l'importance du respect de la législation, parce que ces règles qui ont été mises en place, leur objectif initial, c'est quand même d'améliorer la santé et l'accompagnement des étudiants en médecine. Et pour ça, il va falloir un moment qu'on puisse avoir des vraies sanctions qui puissent être mises en place auprès des services qui ne respectent pas ces législations, qui sont là pour un meilleur accompagnement, une meilleure formation et une meilleure prise en charge des patients. Ensuite, sur la question du service, de la santé au travail et de la médecine du travail. Comme on l'a vu, avoir des consultations régulières avec les médecins du travail sont des facteurs protecteurs. L'objectif, aujourd'hui, encore une fois, pour vous donner un chiffre sur la totalité des participants à l'étude, on est à 45% des gens qui n'ont jamais vu de médecin du travail. Chez les externes, on est à 60,5%. Aujourd'hui, il faudrait, et on propose de rendre la visite systématique et obligatoire, à minima, à chaque changement de statut, c'est-à-dire à chaque changement de cycle, du passage du premier au second cycle, et ainsi de suite. En s'appuyant du coup sur la multiplicité des professionnels de la santé au travail, c'est-à-dire en fait au final donner plus de moyens à la médecine du travail de façon à ce qu'elle puisse remplir sa fonction aujourd'hui et accompagner également les étudiants en médecine, et fait de manière pluridisciplinaire. Sur la question du coup de la personnalisation de parcours et de la valorisation des activités extra-universitaires, on le sait, c'est pas une nouvelle, c'est un facteur protecteur de pouvoir s'épanouir ailleurs que simplement dans ses études, surtout que tout le monde ne s'y épanouit pas. L'idée, c'est de continuer à promouvoir, parce que là-dessus, on commence à prendre une direction qui devient intéressante, ou du moins qui va dans le bon sens, qui est donc la validation de ces tests pour les activités extra-universitaires, la valorisation, la promotion des années de césure, des années de disponibilité, de façon à pouvoir encore une fois personnaliser son parcours, l'idée de pouvoir mettre à disposition des installations sportives au sein des universités, des UFR ou des CHU. En tout cas, donnons moyen aux étudiants de s'épanouir dans des activités qui ne sont pas uniquement leur stage et la formation universitaire. Et enfin, du coup, je vais partir sur cette question de l'accompagnement personnalisé, de la prévention qu'on peut faire directement au sein des UFR via des structures qui peuvent être dédiées. En prenant l'exemple du BIP et de ce qu'on pourrait en faire et de son objectif. L'idée, c'est de pouvoir créer une structure unique au sein des UFR qui ait 3 rôles principaux, qui serait un accompagnement à l'orientation, donc via l'organisation par exemple de forums d'orientation pour les externes, mais via aussi des rencontres avec des professionnels en exercice qui au final font ce que les étudiants souhaiteraient faire et ce vers quoi ils se projettent. Ensuite, des accompagnements et des ateliers d'apprentissage à l'apprentissage pour aider pédagogiquement les étudiants à trouver leur méthode d'apprentissage et de travail. Et enfin, donc, des ateliers de gestion, de soutien moral, de gestion du stress. Ça peut être par des groupes d'échange par les pairs, par exemple, ou des groupes Baline, tout ce genre de choses. Enfin, l'objectif de ce genre de structure est également de pouvoir, peu importe les problèmes liés aux étudiants et les problèmes, que ce soit des problèmes sociaux, des problèmes de violence psychologique, de harcèlement ou quoi, l'objectif est de pouvoir avoir une structure vers qui se tourner, qui puisse orienter dans un réseau de prise en charge. Puis je pense que j'ai fait le tour du coup. Merci Clément. Je vais donner la parole à Maxence Piton, vice-président de l'ISNAR IMG. Bonjour à tous. Alors, une fois qu'on a mis en place la prévention, qu'on a mis en place la formation, si on est quand même confronté à des situations d'étudiants en difficulté, il faut les prendre en charge. Pour ça, on propose 3 axes de travail. La première, c'est de les dépister. La deuxième, ça sera d'adapter les conditions de travail des étudiants qu'on trouve en difficulté et parfois, si on est face à une situation d'urgence, de la gérer dans l'urgence.
Donc, déjà, pourquoi dépister et suivre les étudiants ? Ce qu'on met en évidence, c'est qu'ils sont souvent pris en charge beaucoup trop tard, notamment au sujet de leur santé mentale. Ça s'explique par le fait qu'on a tendance, en tant que professionnel de santé, à pratiquer beaucoup trop l'automédication, et donc on se sous-évalue. Ça crée un délai sur l'évaluation du problème, et donc on sait qu'en santé mentale, si on prend les choses trop tard, c'est plus difficile à rattraper, donc il faut les dépister. Ensuite, pour les dépister, comment on fait ? On évalue les étudiants. À quel moment ? En début de leur stage, en début de chaque année, à chaque changement de semestre éventuellement, et donc ça peut se faire en lien avec le service de santé au travail. Ce qu'on a retrouvé dans notre enquête, c'est que, comme vous le disiez Guillaume tout à l'heure, c'était un facteur protecteur d'avoir eu un contact avec la médecine du travail dans l'année qui précédait. Et donc, pour ça, il faut remettre la santé au travail au centre pour pouvoir détecter les étudiants qui présentent des signes d'alerte. Ensuite, il faut également, du coup, mettre en place, une fois qu'on les a détectés, un suivi rapproché. Deuxième axe, les conditions de travail. On l'a vu tout à l'heure, la réglementation, le respect de la réglementation quand elle est appliquée permet quand même d'améliorer un peu les choses. Ce qu'on constate, c'est que dans des situations qu'on identifie comme à risque, ces conditions de travail ne sont pas toujours adaptées. Pour reprendre l'exemple de la grossesse, on a très peu de femmes enceintes qui peuvent bénéficier d'une adaptation de leur emploi du temps. Non, tu peux rester sur celle d'avant, s'il te plaît. Ensuite, ça marche aussi pour les étudiants qui commencent à être en difficulté. Si on voit qu'ils présentent des signes d'alerte, aménager leur temps de travail, pouvoir leur permettre de réduire le taux de garde, par exemple, ça leur permet de se recentrer un peu et de parfois pouvoir récupérer quelques situations difficiles. Donc en pratique, je l'ai dit, il faut qu'on ait les moyens d'adapter et d'appliquer cette réglementation et d'adapter les terrains de stage pour les étudiants qui sont en difficulté, en portant une attention particulière aux situations de grossesse. Et ensuite, en cas de situation d'urgence, si on est face à une crise, qu'est-ce qu'on fait ? Il existe des dispositifs, déjà qui existent pour porter soutien aux étudiants en difficulté. Ils sont assez nombreux. Ce qu'on propose, c'est de commencer par les recenser et surtout de les promouvoir pour savoir à qui s'adresser quand on est en difficulté. Ça permet de multiplier les portes d'entrée pour la prise en charge de ces étudiants-là. Et en labellisant les structures, ça permet de pouvoir être certain et avoir des structures vers qui orienter les étudiants qu'on sait fiables pour améliorer leur prise en charge. Merci Maxence. Je vais passer la parole à Ludivine Noales qui est au sein de l'ISNCCA, qui est le syndicat national des CCA. Bonjour à tous. Moi, je vais donc vous parler de la dernière partie, la partie surveillance, parce qu'il est important d'avoir un feedback sur l'impact de ce qu'on peut mettre en place. Et donc pour ça, on va observer, on va veiller et on va évaluer. On va observer parce qu'il faut pouvoir approfondir le sujet des risques psychosociaux. Donc il faut continuer les enquêtes. Bien entendu, c'est une première enquête inédite dont il faut que ça permette d'autres enquêtes derrière. On va donc pouvoir poursuivre le recueil de données par population, par exemple par statut, pour les femmes enceintes, autre exemple, ou alors par thème, le syndrome d'épuisement professionnel, la crise suicidaire, les violences à l'hôpital, internes, externes, ou les conflits de valeurs comme les conflits éthiques.
Donc, très prochainement, on pourra vous amener des analyses complémentaires, et notamment donc, les analyses par statut de cette enquête qu'on a faite, les antécédents psychiatriques, les prises de médicaments, voilà, tout un tas de données complémentaires. Il faut ensuite pouvoir veiller. Donc, on souhaiterait mettre en avant l'importance de la suicidovigilance. Il faut donc mettre un suivi d'indicateurs en temps réel avec donc, un registre des décès et des tentatives de suicide des jeunes et futurs médecins. Il faut donc avoir des données concrètes. C'est important d'avoir des chiffres, de pouvoir se baser là-dessus pour pouvoir continuer à comprendre ce qui se passe et à avancer sur cette problématique. Il est important aussi qu'on donne la possibilité aux structures labellisées dont on vient de parler de pouvoir faire une demande d'intervention urgente auprès des ARS et du ministère lorsqu'on détecte des problématiques particulières ou particulièrement graves dans certaines structures pour que l'on puisse réagir bien sûr rapidement. Et enfin, il faut pouvoir donc évaluer ce qui a été fait donc pour adapter les mesures de prévention que l'on aura mis en place. Pour ça, on propose de faire une démarche qualité, donc de mesurer bien sûr l'impact des dispositifs mis en place. Il faut impliquer les acteurs locaux et de manière collective en impliquant donc les commissions médicales d'établissement pour pouvoir finalement réajuster de manière rapide et adaptée les dispositifs qui auront été proposés. Il est important enfin de pouvoir pour nos plus jeunes, donc les internes et les externes, pouvoir évaluer donc systématiquement à la fin de leur stage les risques psychosociaux. Merci Ludivine. Juste pour conclure rapidement, on vous a présenté une enquête qui est assez inédite, qui montre la nécessité d'une action urgente, intense et durable dans le temps. On vous a présenté les 4 axes assez classiques de prise en charge, qui sont notamment la formation, la prévention, la prise en charge et la surveillance. Et donc aujourd'hui, le plus important, c'est d'impliquer tout le monde, à commencer par nos institutions. On est en pleine période des élections législatives et une nouvelle ministre vient d'être menée. Ça peut être l'occasion de commencer un travail important sur le sujet. Les professionnels de santé, et notamment ceux qui s'occupent de la santé mentale, mais aussi ceux qui s'occupent du management. Et enfin, bien entendu, les étudiants et les jeunes médecins. Notre aspiration, c'est qu'on puisse, dans les mois, semaines à venir, pouvoir écrire un grand plan santé mentale écrit en collaboration avec les structures jeunes présentes aujourd'hui et qui reprennent notamment les documents qui sont déjà écrits comme le guide de la DGOS, le rapport de l'IGAS, et toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Je voudrais remercier au nom de tous déjà les 4 structures qui ont permis ce travail important, donc l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, l'ISTI, l'intersyndicat national des internes, l'ISNAR-IMG, l'intersyndicat national autonome représentatif de médecine générale, et l'ISNCCA, l'intersyndicat national des chefs de clinique assistants. Les professeurs Hardy et les professeurs Lépine de PUPH de psychiatrie qui nous ont aussi accompagnés tout au long de cette enquête de manière bienveillante. Et puis enfin, bien entendu, toute l'équipe de l'hôpital de Sainte-Anne pour cet accueil aussi chaleureux. On est ravis d'avoir pu vous présenter ces résultats dans un lieu aussi symbolique.